Nouveau code pénal et de procédure pénale au Mali, c'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour en parler, nos invités, M. Moussa Tembeli, il est secrétaire général du parti CDP Malikoura. Tembeli, merci d'être là. Merci bien Barou. Bonsoir à mes corons. Barou, vraiment c'est vrai que ça fait un bon moment, mais je suis très heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Deuxième invité, Chakmaro Soumano, un abonné au poste, fidèle abonné. Donc Soumano, merci d'être là. Bonsoir Barou, bonsoir aux téléspectateurs de Renouveau TV du Mali et de la diaspora. Bonsoir à mes co-débatteurs. Donc je serai toujours présent quand on me fait appel. Bagui Diarra, il est analyste politique. Diarra, merci d'être là. Moi, je vous remercie Barou et je dis bonsoir effectivement aux fidèles de Renouveau TV, d'ici et d'ailleurs, que lui il appelle déjà la diaspora, mais nous pensons déjà à tous ces Maliens et ces Maliennes-là. Vous ne faites pas la distinction. Je ne fais pas la distinction et je dis également bonsoir à mes co-débatteurs et j'espère que nous allons avoir des échanges intéressants. Quatrième invité, Dr Amadou Touré, chercheur en sciences politique. Abdallah Yadara va vous manquer ce soir. Tout à fait, tout à fait. J'aurais besoin de lui. Bonsoir à tout le monde et bonsoir aux téléspectateurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, merci beaucoup. Avant donc d'ouvrir les débats sur les innovations qu'on a pu noter à travers en tout cas le vote de ce nouveau code pénal et de procédure pénale, il nous revient que la liste des personnes qui en tout cas doivent recevoir les médailles, la reconnaissance de la nation de l'année 2024. La liste est donc connue et a été publiée ce samedi. Réaction déjà, Dr Touré, à la publication de cette liste des récipiendaires. Bon, en réalité, cette liste, nous félicitons les récipiendaires, mais il y a certaines observations qu'il est important de souligner. C'est des distributions de plus parce que ce n'est pas un partage de gâteaux. Une tradition, oui, c'est une tradition, mais en réalité, les critères manquent parce que d'autres en réalité bénéficient, mais d'autres n'en bénéficient pas. Ça veut dire que ceux qui sont au four au moulin, notamment ceux qui sont dans le fin fond du Mali, les citoyens lambda se posent la question comment certains citoyens ont été identifiés et puis honorés à juste titre. Mais certains récipiendaires tels que les gouverneurs de région de Kidal, comme Todoni, nous les félicitons, tels que les autres autorités. Mais en réalité, il est important qu'on revoie un peu nos médailles et savoir à qui doit-on donner les médailles et pourquoi et pour quelle fin. Okay. Donc, c'est ça cette question. Mais nous félicitons tout le monde, mais en réalité, il est important de revenir sur des bases, sur des critères vraiment objectifs, des critères de sélection de travail et surtout sur les résultats obtenus pour que nous puissions décorer. C'est l'image du Mali qui en dépend, c'est l'image du Mali qui est reconnue sur le plan international. Il est important que le président de la transition revoie un peu la façon dont nos médailles sont distribuées. En attendant peut-être de décrypter la liste déjà, est-ce que selon vous, les Maliens les plus méritants ont été finalement décorés à travers cette liste? Non, je ne saurais répondre à cette question parce que je ne connais pas déjà, si vous voulez, les bases ou même plus largement les procédures ayant conduit effectivement cela, même si quelquefois des échanges viennent dessus que voilà, on fait des propositions suivant la hiérarchie, on comprend déjà en fait qu'on va à la recherche du mérite. Moi, c'est tout ce que je sais, mais n'ayant pas les éléments effectivement en profondeur, je ne saurais me prononcer spécifiquement sur ces cas de distinction. Mais je pense que je dois faire comme M. Touré, mais vraiment déjà féliciter Je vois déjà quelques internautes s'offusquer de voir le nom de madame, en tout cas le ministre en charge de l'énergie par exemple figurer sur cette liste. Est-ce que vous comprenez ces réactions? Je ne dirais pas que je les comprends, je dirais simplement que chacun effectivement est dans son droit de réagir par rapport déjà à ces nominations, pas ces nominations, mais à ces distinctions-là. Chacun, effectivement, il peut y aller avec son angle de lecture. Mais moi, j'ai dit, tant que les bases, en fait, suivant lesquelles on parvient effectivement à faire ces distinctions-là, ne sont pas remises en cause ou nous n'avons pas les éléments pour pouvoir effectivement juger dessus, je peux laisser chacun, effectivement,
donner lecture de cela suivant l'angle qui lui convient. Mais le point que je voulais dire là-dessus, j'ai dit au-delà de les remercier, il est extrêmement important pour moi et je pense que c'est même le sens c'est le sens de la distinction. Oui, nous partons chercher le mérite, mais il faudrait que dans le fond, nous confortons cela, nous donnons envie à d'autres de vouloir être distingués en faisant de l'effort, en faisant de l'exemplarité. Et donc cela va poser les interrogations toujours sur les bases à travers lesquelles ces distinctions-là effectivement sont discernées. Plus ces bases-là sont ancrées dans le mérite, plus ces bases sont ancrées effectivement dans la transparence, dans le travail et l'amour de la nation, je pense que plus ces bases seront enviées et c'est extrêmement important pour que finalement on en arrive à banaliser ces distinctions-là, ce qu'il ne faut jamais faire parce que la reconnaissance de la nation doit être prise à bras le corps. Soumano, vous qui avez l'habitude en tout cas de décerner des distinctions à des personnalités aux plus méritants, j'imagine déjà que vous avez fait passer cette liste à la loupe. Bien sûr, merci bien Badou. Déjà, je voudrais féliciter les récipiendaires et particulièrement ceux qui étaient sur la liste baromètre et qui se retrouvent sur la liste, sur cette liste-là. Je vais leur adresser encore une fois mes félicitations en commençant par le ministre de la fonction publique. Alors, ceci étant, et le médiateur bien entendu, ceci étant, ce que je voudrais dire, vous savez, aujourd'hui, cette distinction s'oppose comme étant une distinction d'excellence. Et les récipiendaires sont considérés comme étant des personnalités modèles et inspirantes. Et bien entendu, ça va poser la question, j'allais dire, de l'humiliation et non de la concurrence. C'est important. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vois X avoir cette distinction, je voudrais l'avoir, parce que derrière ce qu'il y a, c'est que c'est le plus... Mais est-ce que les critères sont déjà objectifs? Mais c'est ça que je veux dire. Déjà, les critères, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. J'ai pas vu de... Je ne sais pas trop. Parce que moi, généralement, quand je fais mes distinctions, nous présentons les critères le jour de la cérémonie. Donc, et c'est des critères qui ne changent pas. Que ça soit au Mali, que ça soit au niveau de la diaspora. Je ne sais pas comment ça se passe ici, je ne sais pas, très franchement. Mais ce que je vais dire aussi, quels que soient les critères qu'on met en avant, sachez que ça sera toujours contesté, parce que même le Ballon d'Or, qui est l'exemple typique, a été contesté cette année. Donc la contestation est toujours là, mais il faut qu'il y ait des critères. Cependant, moi j'ai regardé la liste, j'ai vu par exemple, je ne sais pas si je dois appeler des grands oubliés, mais je pense qu'il y a des personnalités aujourd'hui qui méritaient. Par exemple, on a assisté à l'entrée à la Ligue des champions de football, du club de football, le Djoliba. Une première dans au Mali. Vous n'êtes pas Djolibis par hasard? Non, je ne suis pas Djolibis, je suis au contraire stadiste. Ouais. Ensuite, le président Assimi a magnifié l'excellence à travers les bacheliers. Le premier du bac n'a pas son nom, par exemple. Pour moi, c'est des choses qu'on aurait dû peut-être retrouver. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Troisième des choses, aussi, quand je dis que ces distinctions sont le mérite... On peut vous rétorquer, le premier du bac n'a pas travaillé pour le moment pour le Mali. C'est au contraire... Mais c'est l'excellence. À son âge, c'est la première du bac. Qui n'aurait pas voulu être premier? On a tous passé par le bac. C'est quand même quelqu'un qui porte haut. Imaginez un temps, ça peut que cette dernière se retrouve dans un pays et qu'elle échoue. On va dire, ah mais le système éducatif du Mali est quand même mis en mode. Donc c'est un modèle, pour moi c'est inspirant. Troisième chose, je voudrais dire, si on est d'accord que cette distinction, elle est considérée comme étant des personnes modèles, moi je ne conteste pas le choix. En revanche, je voudrais dire une chose, parce qu'on a vu par le passé, certaines personnes qui ont été distinguées, mais qui malheureusement sont encore tombées sous le coup de la corruption, et qui ont été incarcérées, le jugement a été fait. Donc je me dis, j'attire l'attention des autorités, qu'il est important également de mettre en place un système de déchéance. Tant on magnifie, tant il faut aussi des choix. Mais est-ce que sur cette liste, par exemple, il y a des personnes qui sont soupçonnées de corruption ou même qui... Non, j'ai pas regardé parce que j'ai fait une étude, mais je parle par le passé. Je parle bien de par le passé. Je pense qu'il y a certains même... on voit beaucoup de personnes qui ont été incarcérées pour des questions de corruption. Je ne dis pas ceux dont... Des présumés innocents? Non, je ne parle pas de ceux-là dont le procès est en cours. Ouais. Je parle de ceux dont les condamnations sont définitives. Donc je dis, dans ce moment-là, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir en disant, ben voilà, nous avons considéré il y a 5 ans, il y a 6 ans, tel comme étant modèle, il y a aussi la possibilité de des choix. On a vu avec les Jeux Olympiques, il y a eu des coupes, il y a des personnes qui ont remporté des trophées, on s'est rendu compte qu'il y a eu des soucis, après on leur a repris. Et c'est le second qui a été déclaré. Donc moi je pense que toute cette réflexion, c'est bien,
Mais le mieux, c'est de faire des propositions s'il y a des manquements. Par exemple, a priori, mes prédécesseurs ont soulevé un certain nombre de choses pour moi. Et vous savez, chaque fois que moi je sors la liste et que je distingue, je commence à regarder mes récipiendaires comme de l'eau sur le feu. Parce que c'est ce dont je viens de dire. Je crains qu'un d'entre eux se retrouve dans une situation inconfortable. D'accord. Voilà. Déjà, Tembeli, sur cette liste, en écoutant certaines réactions, on a l'impression qu'on tend vers la banalisation de ces médailles-là. Elles sont souvent peut-être données selon la tête du client. Bon, vous savez, moi je vais commencer par dire que, en réalité, le mode de gouvernance du Mali, je dirais que son cahier de charge est barbant et rébarbatif, mais on peut retenir quand même que c'est passionnant parce que on y apprend bien des choses. Je vais commencer par féliciter les récipiendaires parce que c'est vrai qu'on peut mettre en avant le mérite et c'est cette question-là qui vient toujours en avant. Mais je crois que dorénavant, il faut surtout regarder le fond de la chose. Ceux qui se battent réellement pour le Mali, qui ont apporté quelque chose de concret au pays. Voilà, il faut tenir compte de cela. Il ne faut pas qu'il y ait des frustrations. C'est vrai que quand on se bat pour son pays, on n'attend pas forcément quelque chose en retour, mais une médaille, c'est une marque de reconnaissance pour un travail bien fait, pour un engagement probant pour son pays. Donc, il faut tenir compte de ces différents éléments-là quand on décerne ces genres de distinctions. Sinon, ça peut aussi décourager certains parce que le mérite doit être payé et c'est ce qui a toujours manqué en notre pays. Je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Oui, je ne dis pas que certains disent déjà que les récipiendaires ne sont certains pas... disent déjà que ces mérites-là, ces médailles-là sont faites pour les proches ou si vous voulez les collaborateurs des chefs d'institution par exemple. Je ne saurais le dire parce que je n'étais pas là quand on choisissait les personnes. Bon, ça va dépendre aussi des critères de sélection, mais je ne peux pas non plus exclure cette possibilité. Mais je crois que ce qui est surtout important, c'est de dire ce qu'on pense de la chose. On va féliciter, toujours féliciter, mais si nous ne voulons pas toujours reculer, il faut tenir compte surtout du mérite, parce qu'une médaille est donnée sur la base, n'est-ce pas, du mérite, et en fonction de ce que la personne a posé comme acte dans la vie de la nation. C'est vraiment important. La semaine a également été marquée par cette affaire dite de retrait du véhicule de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. C'est finalement par communiqué interposé que les deux protagonistes, à savoir Moussa Mara et le cabinet du docteur Choguel Kokala Maïga, se sont jetés la pierre déjà Touré. Réaction à cette jeu de pierre entre le cabinet de Choguel et les proches de l'ancien Premier ministre. La guerre froide avant les élections. Est-ce que c'est une guerre froide finalement? Oui, c'est une guerre froide par personne interposée. Parce que qu'est-ce qu'on assiste? Est-ce qu'il est important que ces genres d'informations où le véhicule a été retiré ou pas, il n'est pas opportun? Parce que qu'est-ce qui importe pour nous les citoyens? C'est un peu de nous, c'est un non-événement. Parce que ce véhicule, qu'on le retire ou pas, nous avons des priorités. Qu'est-ce qui est important? Si je prends le cas spécifique de la région de Mopti. Mopti a besoin d'électricité. Si nous prenons Tombouctou, Tombouctou a besoin d'une route. Si nous prenons Bamako, Bamako a besoin d'électricité. Donc cela veut dire que ce jeu, pour moi, c'est pour montrer que c'est des querelles par personne interposée où les fidèles de chaque groupe s'attaquent sans que les désintéressés s'attaquent frontalement. Cela veut dire quoi? Nous nous acheminons vers les élections. Cela veut dire que Moussa Mara, en quoi ce véhicule est aussi important à Moussa Mara? Parce que Moussa Mara, dans ce qui se passe, viserait plutôt son statut de chef leader ou de statut de leader politique. En tant que le seul opposant actuel qui, souvent par des mesures de ripostité ou bien par des circonstances, critique l'action gouvernementale. À ce titre, Moussa Mara peut se heurter au président du parti CODEM, Amiong Poullo. Donc Poullo aussi de temps en temps sort pour essayer de rétorquer par des critiques constructives pour lui aussi qui viserait, à mon avis, qui viserait le statut de leader, de chef de file de l'opposition. Maintenant, la guerre froide par personne interposée, c'est ça que j'ai dit au départ, entre Moussa Mara et l'actuel PM, c'est-à-dire les deux colocataires de la primature, anciens et nouveaux. Et pour moi, c'est pour dire que c'est une guerre qui n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que ça désole et ça n'honore pas le Mali. Et cela veut dire quoi? Est-ce que Moussa Mara réellement a besoin de ce véhicule? Est-ce qu'en réalité l'action gouvernementale devrait communiquer sur ça? Moi, je pense que ce n'est pas opportun et ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est de trouver des solutions au problème. Donc vous pensez que la primature ne devrait pas répondre aux accusations de retrait au forceps? Non, en réalité, c'est pas... si nous suivons, chacun cherche à communiquer. Oui. Et ces communications, pour moi, viseraient plutôt c'est des communications à but politique, à but électoraliste et à but populiste. Parce que chacun cherche
à convaincre la population. Or, la population actuellement a d'autres priorités. Que Moussa Mara s'assume, il cherche son statut de leader d'opposition. Le gouvernement aussi s'assume parce que le gouvernement aussi a des priorités. Quitte à dire que le gouvernement et Moussa Mara devraient chercher chacun son compte. Le compte, c'est quoi? C'est l'essentiel, c'est de retrouver le Mali et que le Mali actuellement a besoin de quoi? Le Mali a besoin de résoudre nos difficultés qu'on a, notamment les problèmes de chômage, l'employabilité, la relance économique, etc. etc. Cela veut dire que l'idéal et le moment opportun ne suit pas. Et aussi, Moussa Mara, dans tout ce qui se passe, moi je pense que Moussa Mara viserait plutôt son statut de leader de file de l'opposition. Et le gouvernement aussi riposte parce que le gouvernement, à travers le premier ministre Choguel, c'est le bras politique ou la part idéologique. Donc cela veut dire que c'est des affrontations qui commencent même avant d'aller aux élections, qui ne sont pas aussi nécessaires à ce jour. Ils peuvent attendre les élections pour aller se confronter sur le terrain. Diarra, sur cette autre actualité. C'est bien, moi je pense déjà qu'au Mali, il faudrait qu'on commence à mettre la barre haute, quoi. Parce que pour un pays aussi profondément en crise et qui, il n'y a pas longtemps déjà, était en tout cas, si vous voulez, la vitrine africaine en termes effectivement de reprise en main de son destin, je pense que la barre, elle doit la mener bien haute. Quand on regarde, qu'est-ce qui arrive? Nous avions deux grandes personnalités de notre pays. Je ne parle même pas de politique d'abord parce que c'est des hauts cadres de notre pays. Nous avons encore des personnalités éminemment politiques. Nous avons des chefs d'institution. Vous voyez ces trois-là, quand on les met ensemble, ça veut dire qu'il y a de ces débats, ce n'est pas possible de les retrouver là. Nous devons donner de la valeur à nos institutions, nous devons donner de la valeur à nos cadres, nous devons donner de la valeur à nos responsables politiques, à nos personnalités politiques. C'est extrêmement important. Moi, j'imaginerais très mal une personnalité de la trame de Moussa Mara pour une question de véhicule, vouloir peut-être se mettre dans une récupération politique. Je peux me tromper, c'est ma lecture. Comme je verrais encore très mal, en fait, le Premier ministre, Dr Choguel Maïga, vouloir également se mettre dans ça pour dire, peut-être empêcher quelqu'un de faire quoi que ce soit. Je verrais mal aussi dans ça. À mon avis, peut-être qu'on n'ose pas avoir le courage, à mon avis, surtout du côté de la primature, de retracer exactement ce qui a été fait. Si on ne peut pas tirer effectivement les leçons de manière officielle publiquement, que cela soit connu, au moins que peut-être on évite effectivement d'épiloguer dessus, notamment via sur les réseaux tels que les communications que nous sommes en train de voir. Un véhicule. Mais imaginez-vous de ces hautes personnalités où chacune de ces personnalités-là, sans toucher aux ressources de l'État, sont à même effectivement, à travers leur savoir-faire, de s'en procurer peut-être 5, 6, sans passer par quelqu'un d'autre. Nous devons encore une fois, moi, donner de la valeur en fait à nos relations en tant que souvent. Mais vous accusez qui finalement, vous? En fait, je ne suis pas en train de mettre un doigt d'accusateur, mais je suis en train d'interpeller toutes les parties. Mais je vais finir par effectivement mettre la barre au niveau de la primature, au niveau de l'actuelle gouvernance, au niveau de l'actuel PM, pour dire que peut-être lui n'a pas besoin de se justifier dans tout, mais qu'il a, à mon avis, besoin souvent, quand il y a des actes comme ça qui ne sont pas élucidés, qui peuvent entacher l'image même effectivement de l'institution, l'image des personnalités qu'elles sont, l'image même de la collaboration entre Maliens, parce qu'on n'est pas quand même dans une animosité où on va aller simplement aller jusqu'à des niveaux comme ça. Donc j'interpelle beaucoup plus. Oui, mais est-ce que ce n'est pas, en faisant une telle interpellation, est-ce que vous n'êtes pas en train de donner du crédit à la version de Moussa Mara, par exemple, au détriment de celle donnée par le cabinet du Premier ministre? Je n'ai pas besoin de juger, en toute sincérité. Mais à mon avis, peut-être que même Moussa Mara pouvait effectivement se retenir de faire effectivement un communiqué là-dessus. Comme de l'autre côté. Lui, son communiqué, c'était une réaction à celui de la primature. Exactement, oui. Exactement, je comprends ça. Mais il pouvait toujours se retenir à mon avis. Et comme de l'autre côté, pour moi, j'ai dit, je finirai par dire, parce que c'est la primature qui est aux affaires. Quand la primature est aux affaires, c'est elle qui peut avoir, c'est-à-dire que raison gardée, c'est elle qui, dans certaines choses, c'est qu'elle peut aller effectivement peut-être jusqu'à mais qui peut se donner des limites en réalité.
Parce que le pouvoir d'État, on sait qu'il est plus puissant, il est plus fort. Mais c'est lui qui peut effectivement se retenir dans certaines choses. Mais pour moi, comme il y a question de procédures qui sont ressorties dans ces échanges-là, on pouvait effectivement essayer de vérifier et aplanir tout cela, peut-être sans avoir eu besoin de venir infester la communication avec ça. Donc, de part et d'autre, moi j'interpelle souvent, en tout cas de part et d'autre, que nous devons mettre la barre haute et donner de la valeur, respecter nos personnalités, respecter nos institutions, parce qu'en fait, un pouvoir passe, un autre arrive. Nous devons essayer de créer de l'amour dans notre société, protéger certaines valeurs pour ne pas tomber dans une certaine animosité politique. Sousmano, après avoir décrypté les décommuniqués, la vérité, on peut la retrouver de quel côté? Barou, déjà, moi, je vais dire que les deux personnalités sont suffisamment responsables avec des chargés de communication professionnels qui leur disent la conduite à tenir. Donc, sur leur attitude, moi, je ne veux pas commenter. Par contre, ce que je veux faire, je tire des enseignements. Vous savez, tout cela est parti de quoi? Et l'énonciation a des avantages prévus par la loi. Par le passé, ça a été fait. Il y a eu un ministre de Alpha qui aurait renoncé de toucher à ses salaires de ministre, par exemple. On a même dit qu'il y a un ancien président qui avait aussi, qui ne prenait que son salaire d'officier, par exemple, mais qui ne prenait jamais son salaire de truc. Maintenant, la question aujourd'hui des renonciations à des avantages prévus par la loi, on doit tirer des enseignements de cette attitude. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des questions de droit. Là, je me rappelle sur un plateau, la question a été posée. Qu'est-ce qu'il faut véritablement? Qu'est-ce que la loi dit? Et effectivement, quand vous êtes détenteur de droits prévus par des textes, vous pouvez y renoncer. Mais il y a la manière de renonciation. C'est quoi? C'est de faire un décret exprès. Et ce décret exprès protège aussi l'administration parce que plus tard, vous ne pouvez plus vous prévaloir de ces mêmes droits. Voilà pourquoi, en la matière, en général... Donc vous êtes en train qu'on ne peut pas renoncer partiellement à un droit? Non, je ne parle pas. Je vais tirer les enseignements. Je dis, si vous renoncez de façon expresse, et si on regarde ce que Moussa Mara a fait, dans son écrit, il y a eu des avantages qui ont été prévus. Il a parlé de ses indemnités, frais d'électricité, d'eau, et puis son téléphone. Mais est-ce que c'est les seuls avantages qui lui étaient accordés? Est-ce que par ailleurs, il n'y avait pas, par exemple, les emplois de maison, le véhicule, etc. Maintenant, si la renonciation ne couvre pas ce domaine-là, il est en droit de les posséder. Parce qu'on peut parler de renonciation partielle. Ou peut-être ça lui a échappé, je ne sais pas. Maintenant, la question, est-ce que ce qui est arrivé devrait arriver? Moi, je ne sais pas. Vous savez, aujourd'hui... Mais qu'est-ce qui est arrivé? Non. Qu'est-ce qui est arrivé, les confrontations. Moi, on parle du retrait du véhicule. Ce que j'ai dit, il y a deux arguments. Parce que si vous regardez un peu ce que Moussa Mara aurait mis sur son mur, il dit que lui, en matière, il a déjà parlé de procédure. Il parlait en matière de comptabilité matière. Oui. Ça, pour quelqu'un, un initié, il comprend. Mais pour le citoyen lambda, qu'est-ce que cette comptabilité matière dit en la matière? On ne sait pas. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, il est important qu'on tire les enseignements. S'attarder sur le commentaire par rapport aux attitudes des uns et des autres, pour moi, ça ne nous fait pas avancer. Ce qui nous ferait avancer, c'est que désormais, que les personnes, en tout cas en charge de ces questions-là, puissent faire une lettre circulaire. Vous savez, par exemple, il y a des joueurs qui renoncent à leur prime. Vous le savez, vous l'avez vu. Il y a des joueurs, quand chaque fois on appelle un joueur de football, ils ont des primes. Oui, on peut renoncer à ses primes sans renoncer à son salaire. Non, je prends un exemple. Est-ce que ce n'est pas la même forme? Mais pourtant, leur renonciation, ce que j'ai dit, ce que la loi prévoit, la renonciation doit être expresse. Vous devez faire un écrit pour dire à l'autorité qui vous verse, je ne veux pas de cela. Donc, à ce moment-là, si vous ne le faites pas... Mais cela a été fait, hein, selon... Non, je ne parle pas du cas de Moussa Mara, je parle du cas de Pujol, par exemple. Parce qu'il faut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui renoncent. Par contre, quand les joueurs renoncent, je ne sais pas, est-ce que quelque part, un esprit peut dire, bon, voilà, ce joueur le fait, pour aussi garantir sa sélection. En fait, le fond de ma question, c'est de savoir... Moussa Mara a renoncé à ses avantages financiers. Malgré cette décision, on continue à lui verser ces avantages-là et il les fait retourner également. Au même moment, on aurait commettre quelqu'un pour aller l'appeler, pour le sommer à remettre, le véhicule déjà. Ce qui nous met tous à l'aise là. Ici, on est en train de discuter sur les informations qu'on n'a pas. Moi, je ne sais pas en la matière. Qu'est-ce que la loi prévoit? Sauf que les premiers responsables ont communiqué. On a des informations. Non, mais si vous regardez, oui. Si vous regardez, bon, moi je ne sais pas. On dit
est-ce que l'autorité qui a appelé, Oui. je ne sais pas les noms qui sont cités, chef de garage, ceci, cela, c'est que Moussa Mara dit et c'est que les autorités ont dit. Moi, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis que je ne comprends pas. Moi, je considère que les protagonistes sont suffisamment responsables, je dis bien, sont suffisamment responsables, ont des services de communication aussi professionnels qui peuvent leur indiquer la manière, la meilleure manière, la meilleure démarche à suivre. D'accord. Voilà. Tembeli, on veut bien avancer, hein, mais on veut comprendre, on veut bien comprendre d'abord. Non, je comprends parfaitement. Moi, j'ai été désagréablement surpris de constater justement, je dirais que c'est de l'irresponsabilité politique, tout simplement. Moi, de la part de qui? De la part des deux camps. Je vais commencer par accuser Moussa Mara. Je dirais qu'il n'a pas été... il a prêté le flanc. Sincèrement, hein, de par la dignité politique, quand on décide, moi je crois bien, de renoncer justement à des avantages, moi je pense qu'il ne faut pas le faire partiellement. Il aurait dû renoncer à tout. Parce que je me rappelle bien que quand il a renoncé, en tout cas il a fait sa lettre pour dire qu'il renonce justement à ses indemnités et autres, il a montré ça à tout le monde. On a tous vu, c'était de la propagande politique. Mais par derrière, il faut avoir les moyens de sa politique aussi. Il aurait fait ça, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. De l'autre côté, je dirais que du côté, n'est-ce pas, de la primature, il y a eu un manque de professionnalisme dans la communication politique, il faut le dire. On aurait pu faire la chose autrement. Et des dispositions auraient pu être prises auparavant. Comme l'a dit Kaoudim, pour une fois dans ma vie, je suis d'accord avec lui. Pour une fois dans ma vie, comme je l'ai dit, je suis d'accord avec lui. On aurait dû prendre un décret pour dire, ok, puisque vous allez dans ce sens-là, puisque vous dites effectivement que c'est pour aider le pays à faire face à certaines situations, parce que ces avantages qu'on vous accorde peuvent être utilisés pour gérer d'autres problèmes du pays, il n'y a pas de problème. On va tout simplement vous demander de remettre tout ce que l'État, n'est-ce pas, vous a donné en tant qu'ancien Premier ministre. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'on serait allé dans ce sens-là, il n'y aurait pas eu ce problème. Mais les deux ont fait une faute très grave politiquement, et ça c'est vraiment accusé, c'est de l'amateurisme, et je dirais qu'on doit passer outre. Mais aujourd'hui, comme l'a dit Touré, je pense que nous sommes en train de trébucher. Et ça n'a vraiment pas de sens. Les autres sont en train de décoller. Ils ont compris qu'ils ont des priorités. Ils sont en train de faire face à ces priorités. Mais nous sommes encore nous sommes là à nous lancer justement des flèches politiques pour se détruire, s'auto-détruire. Ça n'a vraiment pas de sens. Je crois qu'il faut passer outre et se dire que Moussa Mara aurait pu éviter cette situation. Même si quelque part je me dis qu'il est en train d'utiliser cette situation pour faire de la propagande politique, mais je crois on aurait pu éviter ça. En attendant sa promulgation par le président de la transition, on est désormais en droit de dire que le Mali vient de se doter d'un nouveau code pénal et de procédure pénale. En tout cas, les conseillers nationaux ont donné leur quitus au projet ce jeudi à la faveur d'un vote en plénière. Déjà, Dr Touré, quelles sont les grandes innovations à noter dans ce nouveau code pénal et de procédure pénale? Bon, nous félicitons d'abord le gouvernement pour la proposition, le CNT pour l'adoption. Donc, pour les innovations, certes, il y a des innovations. Là où je félicite Barou, parce qu'il a déjà parlé des 10 innovations, c'est excellent et très pertinent. Donc, les innovations, pour moi, c'est surtout la pénalisation de l'homosexualité. C'est que le gouvernement a eu ce courage où les politiciens n'ont jamais eu le courage d'affronter ce paramètre, parce que où certaines puissances conditionneraient la validité de l'homosexualité contre les financements. Donc, c'est salutaire. Parmi les innovations, Barou l'avait cité, il y a l'internalisation des procédures pénales, notamment concernant les textes de l'IOMA et de l'OADA. Je reprends toujours Barou, il y a la suppression des cours d'assises. C'est vraiment innovatrice, c'est bien, mais moi j'aurais voulu en lieu et place, notamment au sein du ministère de la Réforme et du ministère de la Justice, en adoptant des réformes purement et simplement du secteur de la justice, c'est-à-dire en allant au-delà du code pénal, en touchant le Conseil suprême de la magistrature, comme d'aucuns l'ont fait, d'autres pays l'ont fait, en supprimant le siège accordé au chef de l'État et en élargissant ce Conseil suprême, au Conseil supérieur de la magistrature, notamment à d'autres corporations, notamment à la société civile, ce qui, moi, à mon avis, aurait pu permettre de résoudre certaines difficultés. Même si le chef de l'État est garant de la justice, de l'indépendance de la justice,
moi, à mon avis, il ne devrait pas siéger au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, mais est-ce qu'il revient au code pénal de trancher oui, ce débat? J'ai dit, les réformes apportées, notamment au code pénal, sont salutaires. Il y a eu des innovations. Donc vous voulez nous éloigner du code pénal? J'ai dit, au-delà de ce code pénal, le ministère en charge des réformes ou le CNT aurait dû initier des lois allant dans ce sens, touchant le Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur Diarra, avec le vote de ce nouveau code, qu'est-ce qui va désormais changer dans la chaîne pénale au Mali? Qu'est-ce qui va changer? Je pense dans la perspective, certainement, comme on l'a dit, beaucoup d'innovations qui devront pouvoir faire impacter en fait l'ordre public et notre société plus globalement. Mais je pense, Barou, que tout cela, ça va aller avec un corps judiciaire, à mon avis, qui puisse être ici au niveau des enjeux effectivement de cette évolution dans le code pénal et le code de procédure pénale. Mais je voudrais d'abord commencer par remercier, mais féliciter Monsieur le ministre de la Justice. Je pense que c'est l'une des rares fois depuis la semaine de la justice, quand j'avais vu en fait la méthode déployée telle que c'était étalé dans le temps avec des points précis. Je pense que sur ce même plateau-là, il y a moins d'une année comme ça, j'avais eu effectivement à apprécier et à le féliciter. Je voulais vraiment mettre ce premier point-là, la méthode donc dans le travail. Le deuxième point que je voulais mettre sur la table, toujours en le remerciant, à mon avis, c'est l'inclusivité dans le processus, de manière à ce que ceux-là qui viennent parler de droit et entre Maliens, connaissant les problèmes de notre société, connaissant en fait nos perspectives, j'allais même dire, connaissant effectivement le besoin urgent d'offrir ce qu'on appelle effectivement donc de l'aggiornamento par exemple, des gages allant dans ce sens-là, que tout cela, le ministre s'en est effectivement donné et a permis qu'effectivement les gens jusqu'au CNT, qu'on arrive effectivement à s'approprier ce document-là. Et ça, c'était un point que j'ai extrêmement aimé. L'autre point que j'ai aimé, c'est le fait qu'on essaye de ramener en fait tous les autres documents ou l'arsenal juridique donc allant dans ce sens du code pénal ou si tu veux du droit pénal, ramener tout ça dans un seul corps. À mon avis, ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne vais même pas encore aux innovations. Pour moi, ces trois éléments-là sont extrêmement importants. Mais deux points d'innovation que je retiens. Le premier, c'est par rapport à ce collège-là. Ce collège, effectivement, donc, de juges, on a dit pour la liberté et la détention, ça j'ai bien aimé. Permettant, je pense qu'il a même mentionné jusqu'à 3 juges comme ça, permettant au moins qu'il y ait des avis divergents. Ça veut dire qu'on ne va pas aller directement comme ça. C'est-à-dire qu'avec un mandat ou un juge, ça c'est un point que j'ai vraiment moi extrêmement aimé. Et l'autre point que j'ai aimé, c'est le fait que il y a la vitalité effectivement en fait du jugement qu'on n'est plus dans les cours d'assises programmé 2 fois maximum et souvent qu'on y arrive seulement une seule fois. Le fait qu'on peut être là en fait dans une situation où on peut juger rapidement les choses, où on peut juger, si vous voulez, de manière irrégulière, où ce processus-là est pris en main, ça c'est un point extrêmement, en tout cas de mon point de vue, que j'ai aimé. Pour un premier commentaire, ces points d'innovation, je sais qu'il y en a beaucoup, et je vais pas oser aller effectivement, si tu veux, dans une certaine description technique de mes points, n'étant pas juriste, mais d'un angle politique et quelqu'un appartenant à la société. Comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais ça, c'est des points que j'ai bien aimés et que je comptais effectivement partager. D'accord. Soumano, allez-y. Merci bien, Barou. D'abord, je joins ma voix celle de mes prédécesseurs, en remerciant, félicitant plutôt les protagonistes, les parties prenantes. Je pense que il y a l'inclusivité, je partage parfaitement cela. Il y a eu vraiment ce partage et la prise en compte des avis des uns des autres. Moi, ce qui m'a particulièrement, ce que j'ai retenu et qui m'intéresse particulièrement, c'est la revue des sanctions qui étaient prévues en matière contraventionnelle. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand vous passez au vœu dans l'ancien code,
il était possible que vous soyez en prison d'une période allant de 1 à 10 jours. Donc, vous voyez, on avait tous la possibilité, il y avait la possibilité pour chacun d'entre nous, qui avait, en tout cas pour ceux-là qui ont l'habitude de griller le feu, de se retrouver en prison. Oui, mais sauf que ça n'a jamais été appliqué. Mais justement, il y avait le problème, c'était quoi? Parce que le tribunal prévu pour ce faire n'existe pas au Mali, le tribunal de simple police. Vous voyez? Donc, ça avait quelque chose, un mécanisme était prévu dans le code, malheureusement, n'était pas opératoire. Et les praticiens du droit sont parvenus maintenant au changement de la sanction, de la nature de la sanction. On a enlevé l'aspect coercitif qui est les peines d'emprisonnement. On a ramené uniquement aux amendes, donc paiement pécuniaire. Et c'est là aussi, il y a eu trois catégorisations. Donc ça veut dire que nous avons vu l'adaptation de notre arsenal juridique coercitif à nos mœurs et à nos réalités du moment. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième aussi, ou je dirais la seconde, parce que je vais faire ces deux analyses-là, c'est la suppression des cours d'assises dans leur format actuel. Il a dit l'engorgement des dossiers. Vous allez voir beaucoup de dossiers qui se retrouvent et c'est compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de renvoyer ça au niveau des tribunaux de première instance, de grande instance, qui ont en charge de la mise en place de ce qu'on appelle une commission d'instruction. Et vous allez voir qu'au moment, il y a eu certains protagonistes, certains acteurs, certaines parties prenantes ont demandé qu'il faudrait garder, par exemple, les assesseurs, ceux qui ne sont pas forcément des juristes, des magistrats de profession qui restent, parce qu'il y a quand même cet aspect qui est important. Et donc, vous allez voir que ça permettra de faire coïncider, si je puis dire, l'aspect pardon, parce que la société va avoir le pardon, si la personne reconnaît véritablement son mea culpa. Les textes ne sont pas forcément la sanction la meilleure d'adapter. Donc, si quelqu'un reconnaît le pardon, donc ça peut un peu influer sur la peine qu'on va lui donner. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Troisième et dernière chose, peut-être que je vais aussi vous relever avant de quitter, c'est aujourd'hui, nous avons des infractions qui ont été criminalisées. Notamment, enfin, qui ont été prévues, je vais dire. Il y a les sanctions, surtout pour le cas de l'OADA. Il y a 3 semaines, nous recevions l'Organisation des jeunes patrons, le secrétaire permanent de l'OADA. Et on était en train de faire face à des problématiques parce que les textes de l'OADA, en tout cas pour tout ce qui concerne des aspects liés au droit des sociétés, au droit commercial général, mais l'OADA ne peut pas prendre en tant que tel les textes. Et pour la petite histoire, l'acte uniforme portant droit de société commerciale, pour 200 000 et quelques articles, 2 articles ont bloqué l'adoption parce que les États ne s'attendaient pas sur les sanctions à prendre. Aujourd'hui, le Mali vient de faire cette innovation. Donc, ça veut dire que, véritablement, il y a une innovation. Et pour les praticiens, parce que les opérateurs économiques sont désormais concernés. Le code pénal, qu'ils le veuillent ou pas, ils sont concernés justement par le code pénal. Parce que le code pénal prend en compte des sanctions prévues par l'OADA, mais également par l'UEMOA. Donc, moi, je pense que, véritablement, nous avons 20 ans, il y avait beaucoup de choses que les gens dénonçaient, qui, de mon point de vue, ont été prises en compte. D'accord. Ça, c'est extrêmement important. Monsieur Tambeli. Merci bien, Barou. Je crois que je vais commencer aussi par féliciter tous les acteurs qui ont intervenu dans ce processus-là. De mon œil de juriste, je crois que je retiens à peu près 6 innovations. Maintenant, de juristes d'affaires, hein? Bon, de juristes d'affaires, voilà, voilà, je reste quand même un juriste, quoi, qui ont attiré mon attention. Je vais commencer par les comportements en réalité qui ne collaient pas du tout avec nos réalités, nos bonnes mœurs. Parce que vous savez, ça va du principe selon lequel nullum crimen nulla pena sine lege. Parce qu'il y avait des comportements qu'on ne pouvait pas encore punir, parce qu'il n'y avait pas de loi prévue à cet effet-là. Et donc, parce qu'on dit, pas de peine, pas d'infraction, voilà, sans texte de loi. Aujourd'hui, il y a la possibilité, n'est-ce pas, de sanctionner les auteurs, n'est-ce pas, qu'on va prendre, n'est-ce pas, les auteurs d'homosexualité. On voit également la répression, n'est-ce pas, de l'esclavage, qui est un comportement, je dirais, qui est en déphasage avec nos réalités. Et dans certaines localités au Mali, ça faisait des ravages. Je crois qu'il y a même eu des villes des habitants qui se sont battus pour des choses comme ça, alors qu'on est au XXIe siècle, il faut dépasser cela. On a vu le renforcement, n'est-ce pas, des sanctions également contre le trafic de personnes. Ça aussi, c'est très important. Il y a
ce qui est surtout important aussi, c'est le changement, n'est-ce pas, dans les mandats de dépôt. Parce qu'auparavant, le procureur pouvait décerner un mandat de dépôt. Aujourd'hui, ce rôle-là est dédié justement à un collège de juges. Ça permet, n'est-ce pas, d'éviter ce qu'on appelle les abus qui pouvaient être commis. Je ne dirais pas que les juges ne font pas bien leur travail, mais un être humain quand même reste un être humain. Avoir tout ce pouvoir-là concentré entre ses mains, on peut commettre des erreurs. Donc ça va permettre aussi d'éviter ces situations et même de désengorger les maisons d'arrêt. Parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent être détenues de façon arbitraire. Maintenant, un collège de juges qui est censé être expérimenté, qui va se pencher sur la question, ça peut permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Il y a aussi la création, n'est-ce pas, d'un juge d'application des peines qui va se charger de suivre l'application, n'est-ce pas, des peines sur le plan pénal. Ça aussi, c'est très important parce que ce juge, il peut par exemple voir un détenu qui a un comportement décent, qui peut, si on peut revoir par exemple une peine, revenir là-dessus ou ceci ou cela, ce dernier peut intervenir sur ça. Ça aussi c'est très important, c'est une innovation. Je crois avoir vu aussi la responsabilité pénale, n'est-ce pas, des personnes morales. Si je ne me trompe pas, ça n'existait pas dans notre ordonnancement juridique, mais aujourd'hui, cette responsabilité-là peut être engagée parce qu'auparavant, je crois bien qu'il n'était pas prévu dans nos textes qu'on puisse engager la responsabilité d'une personne morale en tant que telle, mais aujourd'hui, cette possibilité est offerte. Mais ça ne va pas se faire comme si on engageait la responsabilité pénale d'une personne physique. Donc ça, c'est les quelques innovations que j'ai pu recenser. Et c'est très important parce que le droit, il évolue avec le temps. Et à chaque fois que les réalités, nos modes de vie changent, il faut adapter les différents textes à ces modes de vie-là. Et puis essayer de faire aussi de telle sorte que, parce que le droit malien s'inspire largement du droit français. On a vu des textes, en tout cas chez nous, qui ont été adoptés en réalité sans tenir compte même de nos réalités. Je crois que petit à petit, on est en train d'aller vers justement ce changement-là qui va permettre de faire en sorte qu'on ait des textes qui correspondent voilà, à nos réalités. C'est important. Merci. Docteur Touré, d'autres disent qu'avec le dépouillement des procureurs de leur mandat pour confier ça à un collège de massacre, il s'agit tout simplement de déshabiller Jean pour habiller Paul, certainement. Bon, en réalité, les observations ne manquent pas dans ce parce que d'aucuns disent qu'entre 3 jours, s'ils tombent d'accord sur une sanction, ça peut être appliqué. Donc pour moi, l'essentiel est que ces innovations peuvent refléter un peu notre évolution et notre façon de comprendre l'action judiciaire du code pénal. Maintenant, les défis auxquels pourront faire face ces deux codes, à mon avis, c'est surtout la communication et la dissémination. Cela veut dire qu'il faudrait que le gouvernement adapte déjà des mécanismes de communication, des mécanismes de dissémination de ce texte vis-à-vis de la population, quitte à même traduire les textes dans nos langues locales pour que nous puissions comprendre et apprendre comment ces textes devront être appliqués et nous sensibiliser par rapport à ces innovations. Le point dont notre collègue vient de parler, c'est-à-dire la répression de l'esclavage. Or, dans notre société, nous avons vu que c'est dans d'autres contrées et cela va de fait. Et l'homosexualité aussi, il y a les conditions qui sont là, qui peuvent aussi renforcer l'homosexualité qui devait être menée. Et notamment les innovations, par exemple dépouiller le procureur, amener un juge de paix. Donc cela veut dire que vraiment nous avons besoin d'être sensibilisés, nous avons besoin des textes qui, à mon avis, devraient être promulgués, sensibilisés au niveau de la population pour que nous puissions comprendre en réalité ces innovations. Sinon, d'autres interprétations diront que ces gens, c'est Paul Jean, de la veut dire qu'il n'y aura pas de... C'est juste pour dire que c'est, comme on dit en bon français, faire de Jean à Paul, cela veut dire que tourner les textes dans un sens comme l'autre. L'essentiel pour moi, je l'avais dit, nous félicitons le gouvernement, nous félicitons le CNT. C'est des réformes innovatrices qui vraiment vont rénover la justice, mais il faudrait que la communication puisse les accompagner dans ce sens. Diarra, avec ce code-là, désormais, on peut dire que les populations sont vraiment à l'abri des éventuels abus des acteurs de la justice. Pas ipso facto. Je pense que quand, à l'entame de mon propos, en tout cas la première intervention concernant ce sujet, j'avais dit que les textes prévoient déjà, en fait, donnent cette perspective-là, mais que ce n'est pas ce qui est suffisant. À mon avis, 3 éléments viennent compléter ça. Ça, c'est, si vous voulez, le corps judiciaire lui-même. En fait, la qualité des juges, la moralité des juges et
en fait, le respect ou la protection du mérite au niveau de la corporation. Ce qui vient compléter ça de ce côté-là, c'est vraiment la rédévabilité devant les justiciables. En fait, quelque part, que le juge ait en tête que chaque fois, oui, la sanction sociale, elle peut être là. Mais à mon avis, cette rédévabilité, si elle complète déjà la qualité, tous les éléments de qualité que j'ai dit tout à l'heure, pour le corps donc judiciaire, à mon avis, ça devient un premier pas pour donner du sens ou pour renforcer l'efficacité de ces textes-là. L'autre élément, c'est vraiment l'indépendance donc de cette justice-là. Et j'allais dire, pour être cru là-dessus, l'intrusion de la politique ou la suggestion du corps judiciaire en fait aux politiques. Tant que nous ne parviendrons pas effectivement à faire de la réalité cette indépendance donc de la justice, mais déjà après que le premier pas soit véritablement respecté, si nous ne faisons pas ce deuxième élément-là, de mon point de vue, ça devient encore très très difficile de donner de l'efficacité, non seulement au code pénal, mais au code de procédure pénale. Ça va être extrêmement difficile si nous n'arrivons pas à faire ça. Troisième élément que je voudrais dire là-dessus, je pense que ces deux outils-là, ou ces deux codes-là, aident effectivement à la stabilité du pays, aident à faire en sorte que nous soyons dans une société contemporaine, mais vraiment dont le cadre judiciaire nous permet effectivement de vivre, si vous voulez, en toute symbiose. De là, le point de la dénonciation, je pense aussi que c'est un point qui est pris en compte dans ce code-là. Je pense que du côté, effectivement, de la population, lanceur d'alerte, exactement, ça va beaucoup aider à ce que nous puissions contribuer, nous, justiciables, à conforter et à renforcer l'efficacité de ces deux codes-là. Donc, voici ces trois éléments-là que moi, je voulais dire, parce que si on ne fait pas des choses qui confortent l'efficacité de ces codes-là, ce ne sont pas ces documents en tant que tels qui nous permettront effectivement d'avoir cette stabilité, cet environnement social et économique que nous voudrons durable pour notre pays. Parce que les juges ou encore d'autres populations qui sont des justiciables, tant que l'argent est toujours le moteur de tout ça, et que la moralité, la qualité et le mérite ne sont pas des choses qu'on n'est pas protégé, on n'est pas à l'abri. Soumano, avec ces codes-là, on peut dire que le tout-puissant juge tombe? Non, moi je ne dirais pas que le tout-puissant juge tombe. Moi je dirais plutôt que je vais espérer qu'il y ait moins de condamnations. Je vais espérer qu'il n'y ait pas d'engorgement des tribunaux. Et s'il y a plus de fautes, il y aura plus de condamnations? Non, j'espère. Parce que ici, le débat qu'on fait, c'est important pour moi, c'est la sensibilisation. La meilleure des sanctions, c'est la sensibilisation, c'est la prévention. Ça, c'est mon point de vue. Pour moi, je ne crois pas trop qu'on applique des peines, qu'on envoie les gens en prison. C'est pour cela que je salue avec mes deux mains l'introduction du bracelet électronique, oui, qui est une innovation. C'est que vous n'allez pas en prison, mais on sait où vous êtes, on suit vos mouvements. Et moi, j'ai dit qu'il faut... Est-ce qu'on sait ce que vous faites? Non, quoi qu'il en soit. En tous les cas, les textes, c'est pas... Dans d'autres pays, ça marche. Mais attendez, depuis quand... Je ferai un exemple. Les textes, pour moi, c'est pas le baromètre pour dire qu'on va baisser l'incrimination. Pour moi, ce qui est important, c'est la sensibilisation. Depuis quand est-ce que le vol est réprimé au Mali? Depuis quand? Sauf qu'on dit que le principe même, c'est la liberté. Non, je ne parle pas de ça. Je dis, pour moi, l'esprit qui doit prévaloir, c'est qu'on évite nous-mêmes d'avoir maille à partir avec les textes. Voilà pourquoi je demande que chacun est interpellé. On peut tous être soumis à ça. Et vous voyez le travail du juge. Ici, on parle du juge, mais le juge, comme vous l'avez dit, il se trouve face à deux dilemmes. Premièrement, le déni de justice, parce qu'il ne l'applique pas la loi. Deuxième chose, il a aussi son ultime conviction. Il a le droit de se tromper également. Il a le droit de mal apprécier. Et ça, ce n'est pas pour autant qu'il sera irresponsable. Donc, parce que la loi le lui permet. Donc, pour éviter de le mettre dans cette situation de confort, nous, citoyens, nous, justiciables, on doit tous essayer d'avoir le meilleur comportement, d'éviter au sens que faire se peut d'avoir un comportement déviant. C'est ça qui va faciliter les choses. D'accord. Bon, je ne peux pas dire que je vais pas encadrer le Coran, mais je crois bien que le déni de justice, c'est en matière civile. En matière pénale, on ne saurait parler de déni de justice à partir du moment où les infractions sont connues. Quand on commet une infraction, justement, le procureur peut enclencher ce qu'on appelle l'action publique. On ne saurait parler à ce niveau-là de déni public. Mais je crois que ces règles-là, ces innovations vont permettre quand même d'apporter un changement probant
dans la corporation même, parce que ça va non seulement faciliter la vie des justiciables, et ça va désengorger, comme je l'ai dit au départ, les maisons d'arrêt, parce que les détentions arbitraires vont peut-être diminuer, je le dis sous le contrôle justement des co-débatteurs. Et ça va, quand on prend par exemple le rôle que va jouer le juge de l'application des peines, ça va aussi faciliter ce qu'on appelle la réinsertion, n'est-ce pas, des gens qui sont condamnés à des peines privatives de liberté. Ça aussi c'est important. Et comme je l'ai dit, ça tend à améliorer justement la vie des hommes en société. Si vous regardez l'abolition, bon, je vais pas dire, je me suis trompé, c'est pas l'abolition, mais la pénalisation, n'est-ce pas, de l'esclavage, c'est très important. Ça va résoudre certains problèmes par endroit. L'homosexualité, qui est un comportement qui est décrié par tous, si on criminalise justement ce comportement-là, je crois que ça aussi, ça va nous permettre de bien éduquer nos enfants, parce qu'en réalité, c'est des comportements, des manquements qui ne correspondent pas forcément à nos réalités, à nos bonnes mœurs. On n'est pas habitué à cela. Donc, il faut tout faire pour être un rempart, pour stopper justement ce genre de comportement. Donc, ces innovations-là vont beaucoup améliorer le climat même de vie, voilà, au Mali, mais ça va aussi permettre aux acteurs de la justice aussi de mieux gérer les dossiers, et donc ça va assurer une certaine fluidité aussi. On parle, n'est-ce pas, je crois que vous avez parlé du juge tout-puissant qui tombe, il ne va pas tomber. Vous savez, le procureur aussi, le rôle du procureur, il est très très difficile. Il a une lourde charge sur ses épaules. Au contraire, je dirais que cette situation va l'aider dans ses tâches quotidiennes. Ça va lui permettre peut-être de poursuivre, mais parce que vous savez, envoyer quelqu'un en prison, ça peut avoir des répercussions même sur la conscience de la personne qui le fait. Le procureur avait la gâchette facile pas forcément, vous savez, c'est un être humain, comme il l'a dit, l'intime conviction du juge aussi, ça peut l'amener. Voilà, donc je pense que ça va faciliter beaucoup de choses, et ça va également aider les acteurs de la justice. C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Regard Croisé, qui recevait donc comme invité M. Moussa Tembeli, juriste d'affaires et secrétaire général du parti CDP Malikura, Chakmaro Soumano, coordinateur du baromètre, Dr Hamadou Touré, chercheur en sciences politiques, et M. Bagui Diarra, analyste politique. Merci à vous de nous avoir suivis.